note. I have a package for you. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis accompagné de Candice Adam. Bonjour. Brio Waterman. Bonjour. Thomas Moreski. Salut. Et Yann Vital. Bonjour. Pour ce premier épisode, nous avons décidé de commencer directement par un épisode spécial Halloween. Chacun de nos chroniqueurs vous présentera une œuvre qui lui a procuré des frissons et nous finirons par des recommandations du moment. Alors préparez vos plaids et vos citrouilles. Je m'appelle Hugo Gasparini et bienvenue dans Recommander. Alors notre premier chroniqueur aujourd'hui, c'est Brio Waterman. Eh oui, bonjour à tous. Alors moi, j'aimerais vous parler donc d'une peur que j'ai eue étant enfant. Est-ce que vous connaissez Are You Afraid of the Dark ? Absolument pas. Ou la version en français, Fais-moi peur. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Ah, ça si. dit plus un truc. Ouais. Ça vous dit plus un truc. Hein. Ouais. Alors, pour petit rappel, oui, parce que tu es jeune. Pour petit rappel, donc Fais-moi peur ou Are You Afraid of the Dark est une série canadienne de 94 épisodes créée en 1990 par Donald James McHale, qui est un écrivain jeunesse à succès. Et c'était une série qui s'adresse aux ados. Alors retenez bien ça parce que j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et on lancera un petit débat là-dessus. Donc c'était diffusé en France à partir de 1993 sur FR3. Dans l'émission culte jeunesse qui s'appelait les Minicums. Ça doit vous parler peut-être. Ça fait carrément. Ouais. Et Hugo, ça te parle peut-être, Oui, les ça me Minicums, parle, évidemment. Donc c'était, pour rappel, c'était le Gulli de l'époque, mais c'était une émission qui passait sur FR3, donc il n'y avait pas de chaîne dédiée, à l'époque il n'y en avait que 6. Et voilà, c'était la réunion de tous les enfants. Ça fait un peu mal au cœur quand tu rappelles tout ça, parce qu'on se rend compte qu'on a vieilli quand même. Oui, ouais, Moi, j'ai pas connu les mini comme Oui, ça. C'est bien ce qu'on dit. On a compris. Alors, les épisodes s'articulaient toujours de la même façon, c'est-à-dire des ados qui se surnomment la Société de Minuit, se réunissent dans les bois une fois par semaine autour d'un feu, et l'un d'eux raconte une histoire qui fait peur, et à partir de là, commence un one-shot, voilà, un mini court-métrage d'horreur, et cela se termine par les enfants qui commentent l'histoire et qui rentrent chez eux. Ils ont passé un bon moment. Voilà. Alors déjà, je trouve que le postulat de départ est assez intéressant. Déjà parce que ça permet de garantir un mini fil rouge entre les épisodes. C'est-à-dire que finalement, on s'attache à ces enfants au fur et à mesure que la série continue. C'est des acteurs qu'on voit revenir, etc. Donc ça nous permet au fil du temps de les voir grandir. Parce que vraiment, ils grandissent. Hein. Il y a 94 épisodes en 7 saisons. Ou 8 saisons, je crois. Ah, donc ça a duré 7 ou 8 ans ? Ça a duré de 1990 jusqu'à 2006, je crois. Ah ouais ? Et ils ont commencé, ils devaient avoir 12-13 ans, et ils ont dû grandir. Enfin, à la fin, ils sont vraiment quasi des adultes, quoi. Vraiment. Donc on les voit grandir, on les voit évoluer, on voit leur jeu d'acteur évoluer. Donc en déjà, bien ou en mal ? En bien. C'est pas dur au début, hein. Je vous laisse regarder les premiers épisodes. Donc ça, je trouve ça bien, et ça permet aussi, je l'ai dit, donc c'était une émission pour les adolescents, voire jeunes adultes, donc c'était une façon aussi de dédramatiser les choses qu'on voit, parce que certaines histoires sont un peu effrayantes, j'en reparle tout à l'heure, mais ça nous permet de dédramatiser, c'est-à-dire l'histoire se termine après le climax final, parce que souvent il y a des petits climax finaux qui disent « Ah, en fait, c'était lui !» Et là, les enfants disent « Ah, bah c'était sympa ton histoire, ok, ouf, on souffle, ça permet de pas rester dessus, ça, je trouve ça sympa. » Ça fait penser à Chair de Poule, pour ceux qui connaissent Chair de Poule, évidemment, émission culte. Et donc, alors évidemment, One Shot oblige, les épisodes sont très inégales, il y en a qui sont pas drôles du tout, il y en a qui sont un poil plus effrayants, mais bon, ça s'adresse quand même aux adolescents, donc c'est pas très effrayant. Mais pourquoi je parle de cette série en particulier ? C'est parce que moi, cette série, il y a 3 raisons, mais la première, c'est que moi, cette série, elle m'a littéralement traumatisé. Faut savoir que moi, je suis né en 1993. J'ai commencé à regarder la télé à peu près en 1995-96, quand j'avais 2 ans, 3 ans. Et je suis tombé direct sur cette série, en fait. Ah ouais. Voilà. C'est un petit peu jeune, dites-moi. Oui, mais alors, La bonne ambiance. c'est bien que tu dis ça, Candice, mais à l'époque, Gulli, ça n'existait pas. Non, Comme je l'ai dit, il y avait 6 chaînes. Ouais. Et la seule chaîne qui présentait des dessins animés, c'était, à l'époque, FR3. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres émissions qui faisaient des dessins animés. Hugo, je sais pas Après, ce que t'en penses. le matin, t'avais un peu sur toutes les chaînes. Après moi, je Des suis un dessins peu animés. un enfant de riche parce que j'avais CanalSat. Oui, mais là Donc, encore, ça les n'existait pas. il y avait Canal+. Cartoon Network qui existait. Déjà en avec, 90 ?
Dans les années 90, ça a commencé. Ouais. Ah, ça a commencé, oui. Voilà. Donc moi, quand j'avais 6-7 ans, je regardais déjà Cartoon Network. Voilà. Mais moi, j'ai pas de souvenir qu'à part ça, il y ait une émission pour enfants sur les autres chaînes, très honnêtement. Et il y avait vraiment... Moi, je regardais que ça, en tout cas, on me mettait que devant ça. Et il y avait de tout. Il y avait des dessins animés pour plutôt les enfants, des dessins animés plutôt pour les adultes. Il y avait la fameuse série Batman de 92 qui était formidable. Incroyable. Et alors, aussi... Cartoon Network, ça a été créé le 1er octobre 92. Donc en 94-95, ça existait déjà sur CanalSat. Chanceux que tu es. Désolé. C'est pas que des conneries. Mais voilà, et il y avait cette série qui est commencée en même temps que les Minicums, parce que les Minicums, ça a commencé en 1993, et c'était une des séries fondatrices des Minicums. Et vraiment, je suis tombé dessus, et à 3 ans, on ne doit pas regarder ça. Ouais, vraiment pas regarder ça. Sachant que, et c'est mon deuxième banc, il n'y a pas que la série qui est... Bon, aujourd'hui, j'ai regardé 2-3 épisodes, notamment un qui m'avait traumatisé, qui s'appelle Jake the Snake, Jake le serpent, qui est, je vous résume vite fait l'épisode, mais en gros, c'est un gars qui joue mal au hockey, qui est un ado qui joue mal au hockey, qui va dans un endroit un peu sombre, on lui donne une canne de hockey qui lui permet d'être super fort, mais il commence à perdre sa peau et se transformer en serpent, comme tous ceux qui ont tenu sa canne avant lui. Voilà, l'épisode fini. Super ambiance, quoi. Comme ça, on s'éclate. Mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps pour faire cette émission, c'est ridicule quoi. Oui. C'est vraiment ridicule, mais moi à l'époque ça m'avait traumatisé. Et la deuxième raison pour laquelle ça m'avait traumatisé, c'est que le générique est absolument incroyable. Et je vous invite à regarder, à taper sur internet, sur YouTube, Are You Afraid of the Dark générique, et oser me dire que ce générique n'est pas effrayant. Même encore aujourd'hui, moi je le trouve effrayant, pour être honnête. Alors, j'ai peut-être un passif, mais honnêtement, regardez-le, je vous jure que vous allez avoir un petit frisson, dans votre lit, alors qu'il dure que 30 secondes. Hein. C'est une merveille c'est vraiment une merveille d'un point de vue réel. Et la troisième raison pour laquelle je parle de cette série un peu oubliable, on va pas se le cacher, c'était une série qui passait sur une émission jeunesse, etc., en tout cas, moi, les commentaires que j'en ai vus, c'était assez partagé. Il y en a qui avaient bien aimé, il y en avait qui trouvaient ça un petit peu bateau. Bon. Ah bah c'est toujours pareil, quand tu touches à l'enfance... Voilà. Il y a ceux qui parlent de la nostalgie en disant « Ah, c'était bien cette émission quand j'étais jeune ». Mais ils n'en parlent pas forcément, ils sauraient pas se rappeler un épisode en se disant « Celui-là, il était magistral, etc. » Donc bon, voilà. Par contre, c'est une série qui a lancé la carrière de Ryan Gosling et de Hayden Christensen, puisque ces deux ont apparu en tant qu'acteurs enfants pour la première fois dans Are You Afraid of the Dark ? Les débuts de Dark Vador. Voilà. Donc vous saurez que c'est cet épisode-là qui marque le début de Ryan Gosling et de Anakin Skywalker. Voilà. Alors moi, le petit débat que je voulais lancer là-dessus, c'est que pourquoi finalement on regarde un film d'horreur au final ? On regarde un film d'horreur pour avoir une peur contrôlée, pour voir un peu nos limites, pour tester nos limites, pour voir un peu jusqu'où on peut aller dans l'horreur, mais on est toujours contrôlé, c'est toujours un film, on peut l'arrêter à n'importe quel moment, etc. Et je pense, très honnêtement, que pour les ados, c'est une bonne chose, parce que ça leur permet de se tester. À un moment donné où on se cherche, on ne sait pas un tour ce qu'on va faire de notre vie, que l'amour c'est trop fort, la peur c'est trop fort, qu'on est perdu finalement, c'est bien de se trouver des limites, en regardant « Ah, ça me fait peur, ah, ça me fait trop peur, je regarde pas », c'est bien. Mais pour les enfants de 2-3 ans. Mais je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord je suis pas d'accord parce que dans tous les cas, il faut adapter aussi le discours en fonction du public que tu vises. Donc forcément, toi, tu l'as vu à un âge où tu n'aurais pas dû être spectateur de ça. Mais je lisais l'autre jour justement parce que je me suis un peu renseignée sur la peur, moi aussi, par hasard comme ça. Et donc du coup, c'était un article qui parlait du rapport des enfants à la peur et de l'importance de confronter les enfants à la peur dès le plus jeune âge, non pas pour les traumatiser, mais parce que ça fait partie des choses de la vie en fait, et qu'à travers des peurs, on peut apprendre énormément sur soi et répondre à des questions qu'on peut avoir au quotidien. Le principe même des contes, le petit chaperon rouge ou je sais pas, Hansel et Gretel ou tout ce que tu veux, c'est des choses qu'on lit à nos enfants et pourtant à la base c'est quand même des histoires qui sont un peu troublantes, qui sont un peu effrayantes, qui sont trash qui sont trash. Pour tous ceux qui nous écontent, lisez des contes et la vraie version. Les vrais contes de Grimm et pas les versions Disney sont traumatisantes au possible. Donc
finalement, toutes ces histoires-là qui ont été créées, on a trouvé un autre support par le biais de la télévision, le biais des séries, etc. Mais il y a une nécessité quand même à montrer la peur. Oui, mais là sur ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je pense que ça véhicule des bonnes valeurs morales d'ailleurs que d'écouter des contes, et justement, ils sont violents exprès pour bien inculquer que faire l'amour avec sa sœur, c'est pas bien, ce genre de choses. T'as des trucs le premier exemple. Waouh. Ça t'a marqué visiblement. Je vous laisse deviner de quel conte il s'agit. Mais je pense qu'il faut aussi savoir le faire. Voilà, ce que je disais, c'était dans un élément contrôlé, en distillant la peur de façon équilibrée. Et à l'époque, sur la télévision, passaient des émissions qui n'étaient pas faites pour les enfants. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui parce que tout est beaucoup plus séparé. Aussi, c'est beaucoup plus graphique qu'une histoire. Tu vois des monstres à l'écran, ça peut te traumatiser un gamin comme il faut, quoi. Clairement. Je pense que là-dessus, on a fait un progrès. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment tellement de chaînes que de toute façon, une chaîne un peu est consacrée à un sujet, ou du moins il y a des horaires, il y a des pistes, entre guillemets, pour ne pas tomber, entre guillemets, sur des mauvaises images pour des enfants. C'est peut-être plus facile qu'à l'époque. C'est sûrement plus facile qu'à l'époque. Voilà. En tout cas, Are You Afraid of the Dark ? J'ai pas trouvé de chaîne ou de médias qui le permettait de le regarder en streaming. Donc, achetez les DVD si vous voulez vraiment le voir. Sinon, il y a un remake qui est sorti en 2019 et qui est toujours en cours, qui s'appelle Are You Afraid of the Dark ? Et qui est à peu près du même niveau que l'ancien. Donc, ça s'adresse aux nostalgiques ou à ceux qui veulent. Voilà, vous êtes ado, vous avez envie de découvrir des petites histoires qui font peur, mais sans trop vous mouiller non plus. Ça peut être pas mal. Ils visent le même public. Donc le même public. C'est vraiment un hommage au premier. J'ai regardé vite fait ce que ça donnait. C'est vraiment la même chose, mais sans la vibe fin des années 80, début des années 90, avec les coupes, les accents, ce genre de choses. Choses regrettables. Voilà, ce genre de choses qui ne passeraient plus aujourd'hui. Donc ça a un petit coup de lifting, mais ça reste globalement la même chose, quoi. Voilà. Donc c'est à ceux qui veulent découvrir cette série un peu oubliable. D'accord. Super. Malgré non, mais parfois c'est intéressant aussi de découvrir des choses qui sont un peu oubliables, mais justement parce que ça nous apprend. Je pense qu'un mauvais film ou même un film pas terrible peut nous apprendre autant qu'un bon film, très honnêtement. Eh bien, merci beaucoup, Brieux. Je t'en prie. Et maintenant, on va passer à Candice Adam, s'il vous plaît. Présentez-vous à la barre. Oui, votre honneur, je suis là. Alors, est-ce que vous aussi, vous n'aimez pas les films d'horreur ? Ah ben non, moi dommage, je suis désolé. Dommage, c'est le sujet du jour. Donc vous aurez Thomas pour vous parler tout à l'heure des films d'horreur que vous aimez. Voilà. Moi, je me suis retrouvée bien embêtée lorsque j'ai dû commencer à chercher un sujet. Pour dire vrai, c'est un genre qui m'a jamais vraiment attirée. Pour commencer, j'ai peur du sang, j'ai peur des aiguilles. Et puis à ça, vous ajoutez une imagination un peu trop débordante et ça donne une personne incapable de regarder un film d'horreur autrement qu'à travers ses mains. Donc, soyons honnêtes, c'est pas fun de voir qu'un tiers du film. Voilà. Ne regarde pas le générique d'Are You Afraid of the Dark. Enfin bon, vous me direz, oui, mais Candice, les films d'horreur, c'est pas que du gore, et puis il existe d'autres genres pour se faire peur. Et heureusement. Donc mon truc à moi, c'est les thrillers. Je les dévore en roman, en film, en série. Oui. Quoi de plus flippant que la nature humaine ? C'est vrai ça, pardon. Plus c'est réaliste, plus ça me fait peur et plus je me questionne. L'horreur, l'abominable, a toujours exercé une fascination sur l'être humain. Que ce soit les exécutions publiques, il y a toujours eu un monde fou, alors que c'est quand même le summum du glauque. Les faits divers dans les journaux, qui remplissent la moitié des journaux à peu près toute l'année, voire même vous avez des journaux qui ne sont consacrés qu'à ça. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne lisent que des trucs ultra trash toute la journée. Et aujourd'hui, le petit nouveau truc, c'est qu'on trouve des séries sur les serial killers. C'est-à-dire qu'il y en a une qui sort à peu près tous les mois. Donc ça va être une série, une docu-série, pardon. Donc le mal absolu attire les foules. Là-dessus, vous allez me dire... ok, mais où est-ce que tu nous amènes dans tout ça ? Ok, mais où est-ce que tu nous amènes dans tout ça ? Merci, mon cher Thomas. Où est-ce que tu nous amènes dans tout ça ? Eh bien, messieurs, ne vous en faites pas. J'arrive au fait. Je vais vous parler de Mindhunter. Série... un classique. Oui, bien sûr. Un classique. J'ai vu 2 épisodes.
Avec Emmanuel Macron dans le rôle principal. Non, t'es en train de me gâcher Jonathan Groff, là, en fait, c'est horrible. Ah, j'ai plus que ça en image maintenant. D'ailleurs, que j'ai vu hier dans Matrix... Oui, Matrix 4. Matrix 4. Je croyais Emmanuel Macron, j'étais vraiment perdu, là. Il a changé de tête, l'agent Smith, quand même. Ouais, carrément. Donc bref, je vous parle de Mindhunter, série produite par David Fincher et Charlize Theron, qui est diffusée sur Netflix. Et donc cette série, pour moi, comme tous les copains que vous venez d'entendre, c'est un chef-d'œuvre. Les comédiens sont tous plus bons que les autres, les ambiances sont prenantes, les plans sont recherchés et ont du sens. Bien sûr, les scènes d'entretien avec les serial killers suffisent à vous placer dans un climat d'angoisse. Vous vous surprenez à prendre une grande inspiration parce que vous êtes resté en apnée un peu trop longtemps. Mais je vais plutôt vous parler des scènes avec Wendy Carr, qui est interprétée par Anna Torv. Donc c'est la psychologue et universitaire qui va travailler avec les 2 enquêteurs du FBI pour faire avancer les sciences comportementales et par là même aider à résoudre des affaires criminelles par le biais d'entretiens avec des tueurs prolifiques. On baigne dans une atmosphère étouffante, on reste sur le fil à suivre le quotidien difficile des personnages. Et justement, je veux parler d'un lieu, d'une scène qui se répète et qui pourrait sembler banale. Le sous-sol de l'immeuble de Wendy Carr. Je vois Thomas qui hoche la tête. Bah oui. Donc vous ne pouvez pas l'entendre, mais il est d'accord avec moi. Donc elles s'y rendent une première fois, tard dans la nuit, pour faire une lessive. Rien de terrifiant jusque-là, à moins que vous soyez phobique des machines à laver. Non. Ce qui m'a frappée, c'est cette sensation de danger. Elle est seule, vêtue seulement d'une chemise, elle paraît vulnérable. La caméra nous donne l'impression de l'épier. L'ambiance est sombre, seule une petite lumière à l'autre bout de la pièce nous permet de comprendre l'espace. Elle se dirige vers la sortie quand un miaulement brise le silence. Wendy part chercher à manger et redescend à la laverie, pose une boîte de thon sur le rebord de la fenêtre et observe. La caméra fixe ce trou noir. Dehors, rien n'est visible, mais tout peut exister. C'est comme un moment en suspens. Elle est là, elle attend la venue de ce qu'on suppose être un chat, vu qu'on a entendu un miaulement. Mais le temps est très lent. Il y a quelque chose de mémoire. J'avais souvenir que c'était un plan séquence, pour vous dire à quel point j'avais l'impression que c'était un déplacement très lent dans la pièce. Et non, c'est faux, j'ai revérifié. Donc ce n'est pas un plan séquence. Mais en effet, il y a je crois, 4-5 plans maximum sur toute la séquence. Et il y a toujours un déplacement très lent de la caméra, comme si on se rapprochait un peu plus à chaque fois de cette chose qui se trouve de l'autre côté, mais qu'on ne connaît pas. Et donc il y a une forme d'angoisse qui monte. Ces plans si posés, si calmes ne sont pas anodins. Il va se passer quelque chose. À chaque fois, j'ai l'impression qu'une main effrayante va sortir de ce trou noir, et non. Et c'est là tout le génie de la scène aussi. Donc Wendy remonte, saine et sauve. La scène se reproduit, elle place une boîte de thon à la fenêtre, et cette dernière est vide au petit matin. Cependant, elle n'aperçoit jamais le chat. Cette répétition s'installe jusqu'au jour où la boîte est retrouvée pleine. Le chat n'est plus là. Cette image me reste dans la tête. Wendy contre le mur, un verre de vin à la main, un contre-jour, la fenêtre inquiétante, mystérieuse, une musique qui semble douce mais qui trahit une étrangeté, une épreuve à venir. On sait que quelque chose d'anormal se trame, mais sans mettre le doigt dessus. Et c'est en lisant l'explication de Fincher que j'ai compris. Cette petite histoire dans l'histoire suggère qu'un enfant du quartier rôde à la recherche de chats à tuer. Un nouveau sociopathe est en train de naître. C'est en infligeant du mal aux animaux qu'il commence à nourrir ses fantasmes. Et c'est là tout le brio de cette série. Et du thriller en général. Ne pas donner toutes les informations. Laisser le spectateur se perdre dans son imagination. Le thriller impose un rythme de plus en plus soutenu où le spectateur essaye de trouver des réponses, d'anticiper la suite. On se prépare constamment pour éviter de sursauter. Et quand c'est réalisé, et quand c'est bien réalisé, c'est peine perdue. Mais c'est normal, parce que c'est David Fincher. Bah oui. Ça va. C'est le génie. Mais non, mais si, je suis d'accord avec Thomas. C'est le génie. Et puis c'est vrai que cette scène-là, ce qui est marrant, je l'avais complètement oubliée. Et tu l'as dit, je l'ai directement eu en tête. Ah oui, elle est incroyable. Ouais, et en c'est fait, oppressant au possible, c'est ça. et tu ne comprends jamais ce qui se passe. c'est ça. Et bah, Tu fais toutes tes théories, et au final, ça aurait aussi bien pu être un autre chat, et tu le sais pas, et c'est ça qui est fort. ou... C'est ça qui est fort. Moi, dès le départ, j'ai pas pensé au chat. C'est bête, hein, mais moi, je me suis dit, il y a un mec derrière la fenêtre qui est en train de faire miaou. Oui, et, évidemment. Et donc, du coup, elle va se Un rapprocher. mec derrière la fenêtre. C'est brilleux.
Oui, c'est vrai. Brieux fait le chat. Brieux fait le chat souvent, mais non, mais c'est drôle parce que cette série, on pourrait parler de tellement de choses en fait. Il y a tellement de scènes qui sont intéressantes à analyser, qui sont intéressantes à partager. Et quand j'y ai pensé, c'est celle qui m'est venue. Et c'est vrai qu'il y a quelque temps, j'en ai parlé à Thomas aussi, et je lui ai dit, mais moi, ces passages-là, ils m'ont marqué. Parce que d'un coup, c'est comme s'il y avait une sorte de chape de plomb qui tombait. Et il se passe rien, finalement. Mais il se passe tellement de choses en même temps. Voilà. Surtout toi qui n'aimes pas les films d'horreur, et qui, en fait, voit une série qui est un thriller, mais qui n'est pas un film d'horreur, c'est clairement une scène de film d'horreur. Oui. Et c'est ça qui t'a marqué, en fait. Ouais. C'est que toi qui ne regardes pas l'horreur, on t'oblige à la regarder. Il y en a quelques-unes qui sont très très horrifiques dans Mindhunter. Les scènes avec Ed Kemper en général. Même la scène où l'autre il attrape l'oiseau et il l'éclate. En soi, quand je dis que j'aime pas les films d'horreur, c'est que c'est une erreur. C'est que c'est pas j'aime pas les films d'horreur, c'est que j'aime pas le gore. Et t'aimes pas te faire peur, entre guillemets, par le sang. Non, c'est ça. Pour moi, il n'y a rien de fun là-dedans. J'ai dû regarder 3 films d'horreur dans ma vie et à chaque fois, c'est parce qu'on était en soirée avec des potes, finir dans le canapé du popcorn et j'avais le visage à la moitié du temps derrière le plaid. Donc voilà, chacun son petit plaisir. Mais ça veut dire que moi, ma peur, je vais la chercher autrement. Je pense à Equinox, à des trucs comme ça aussi, comme série qui est géniale parce que tu es tout le temps en suspens. Tu t'imagines plein de choses et finalement, la conclusion, tu l'as sans jamais vraiment la voir. J'aime bien. Eh ben merci beaucoup Candice. De rien. Et maintenant, on va demander à notre petit Thomas de nous faire sa petite chronique. Oui, c'est Thomas, moi. À la barre, s'il vous plaît. Oui, je suis là à votre honneur. Eh bien moi, contrairement à Candice, je suis très 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 friand de films d'horreur, de séries d'horreur, de creepypasta sur Internet. Je cherche à me faire peur. Vraiment, c'est une sensation que j'aime, une peur contrôlée, comme tu disais, Brieux. Parce que s'il m'arrive le quart du 8e de ce qui se passe dans ce que je regarde ou ce que je lis, vraiment, je n'emmène pas large. Mais pour autant... C'est étonnant comme paradoxe. Ah oui, mais vraiment... Mais les creepypastas, c'est hyper fort. Hein. Bah ouais, moi, j'ai des petits traumas d'adolescence à cause des creepypastas. Mais très clairement, des histoires très courtes, mais très efficaces. Et, merci Squeezie. Merci. Moi, j'aurais dit merci Feldup. Feldup, excusez-moi, mais c'est le roi, quoi. Ah oui, clairement. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de vous parler de films ou de séries ou de quoi que ce soit, j'ai envie de vous parler d'un jeu vidéo. Un jeu vidéal. Un jeu vidéo qui me met en tension à partir du moment où j'allume ma console, je commence déjà à transpirer à grosses gouttes. Rayman 3. Non. Alien Isolation. Alien Isolation, c'est la suite vidéoludique du premier film, Alien, le 8e passager, réalisé par Ridley Scott. Et donc le jeu, il prend place à peu près 15 ans après l'original, après le film, et voit la fille d'Helen Ripley, Amanda, partir à la recherche de sa mère après que la boîte noire du Nostromo, donc le vaisseau spatial du premier film, ait été retrouvée par la station spatiale Sébastopol, une station spatiale où t'as plein de gens, normalement, qui vivent dedans. Et quand Amanda arrive sur place, tout se passe pas comme prévu, car quelque chose rôde dans les tuyaux, vous l'aurez compris, comme c'est Alien Isolation. Est-ce que ce serait pas un alien ? C'est le Predator. C'est le Predator. Non, c'est un alien, évidemment. Et c'est un jeu vraiment incroyable. Donc c'est un jeu à la première personne d'infiltration et de survie. Et vraiment, contrairement aux autres jeux aliens qui ont pu sortir, là, c'est vraiment pas un shooter. C'est pas Call of Duty, quoi. Faut pas shooter de l'alien en veux-tu, en voilà. Vraiment, c'est la fuite. La fuite, vraiment, c'est... Si vous n'avez jamais fait ce jeu et que à la fin de mon petit temps de parole, vous direz « Bah ouais, grave, j'ai envie de faire ce jeu », fuyez tout le temps, vraiment. La fuite prévaut à l'affrontement frontal dans tous les cas. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce que je trouve que le gameplay est différent, justement, de par ce fait que ce ne soit pas un Call of Duty. Par exemple, la roue des armes. Alors moi je joue sur PS4 d'ailleurs, donc j'ai une manette, mais la roue des armes habituellement c'est sur les gâchettes qui sont au-dessus de la manette. Et ben là pas du tout, il faut appuyer sur rond. Alors c'est con peut-être pour vous qui jouez pas, mais vraiment c'est une autre manière de penser les choses. Pareil, les QTE qu'il y a pour ouvrir une porte par exemple, et ben il faut vraiment avec les boutons que tu as sur la manette faire l'action véritablement, pas juste appuyer sur le bouton carré pour ouvrir la porte et puis terminer. Alors c'est bête comme ça, mais du coup tout en fait prend du temps
Et même ça doit faire stresser, ça. C'est ça. Tu dois bégayer devant la poignée de porte, ça doit être terrible. Et tu rates ton enchaînement de boutons 3 fois de suite et t'as le truc qui arrive derrière. T'as l'alien derrière toi, t'es sûr que tu vas te faire bouffer dans la seconde, quoi. Et même, par exemple, pour enregistrer, parce qu'il y a des points de sauvegarde, pour enregistrer, ça te met au moins 3-4 secondes avant de te mettre l'écran qui te dit « Voulez-vous vraiment enregistrer ?» Mais non. Donc ça arrive très souvent que t'es en train de mettre ta carte, t'entends l'alien derrière toi qui vient d'arriver, t'as pas le temps d'enregistrer, que tu te fais bouffer et que tu recommences à la partie d'avant. Ah oui, parce qu'il peut attaquer les zones de sauvegarde. C'est Ouais, parce que pour ceux qui ont joué à Resident Evil, qui est un autre jeu, il y a, vous passez en fait dans tout le château, le manoir, ou peu importe l'endroit, et il y a à un moment donné, vous avez une safe zone. Si vous y rentrez, les ennemis ne peuvent pas rentrer. Et vous pouvez crafter vos armes, sauvegarder, etc. Alors que là, cette safe zone n'est pas safe. L'alien peut y rentrer. T'as pas de safe zone. C'est ça, vraiment, le truc. Tu peux te faire attaquer par Mais c'est comme la réalité, finalement. Parce que le héros, lui, n'a pas de safe zone. Exactement. Mais, je suis totalement d'accord avec toi. Et justement, tu parlais de réalité. T'as vraiment un truc immersif dans ce jeu. Et c'est ça que j'adore vraiment beaucoup. Avant, je jouais avec mon casque. Et j'ai arrêté de le faire parce que vraiment, j'étais justement trop immergé dans ça. Le son de ce jeu est incroyable. Il y a toute une réflexion sur chaque petit son, où tu te trouves, où les sons où tu te trouves, où les sons sont, où l'alien se trouve, parce que l'alien est présent partout. L'alien est terrifiant, tu te sens traqué en permanence. Ils ont créé 2 IA exprès, donc des intelligences artificielles pour pouvoir contrôler l'alien, comme ça l'alien il sait où tu es. Et à peu près il peut aller chercher vraiment dans des coins reculés où tu te crois t'es caché dans un placard et tu te dis bah c'est bon il m'a pas entendu. Et ben si il peut entendre ta respiration et c'est vous voyez là je suis en train de vous en parler. Vous ne le voyez pas gigoter mais il gigote. Vraiment, il fait jour il tremble. Il fait jour, je tremble, j'en ai des frissons vraiment. Ajouter à ça une DA, des graphismes, des décors rétro-futuristes incroyable, mais vraiment magnifique. On sent vraiment qu'ils ont regardé le film sous toutes les coutures. Ils ont eu le droit même à des bonus, entre guillemets, à des éléments qui n'ont pas servi, à des éléments de décor qui n'ont pas servi. Et les gars qui ont produit ce jeu vidéo, ils se sont dit, ok, on a plein de choses, vraiment, on va rajouter plein de petites choses, des trucs... Enfin bref, c'est rétro-futuriste, c'est le futur des années 70. C'est une meilleure suite au 8e passager que les films qui sont sortis après. Eh ben si, Aliens, le retour est quand même très bien, mais je trouve que c'est... Alien 3 par exemple, est-ce que c'est meilleur qu'Alien 3 Est-ce que c'est meilleur que Prometheus? C'est meilleur que Prometheus. C'est le film de David Fincher. C'est le premier film de David Fincher qu'il a avoué détester, et donc ça va. Mais ça va, alors. C'est une vraie suite vidéoludique dans le sens où elle prend vraiment le même esprit qu'avait Alien le 8e passager. Là où James Cameron dans Alien 2, il a préféré en faire un actionneur entre guillemets, tu vois. C'est beaucoup moins un film d'horreur, c'est beaucoup plus un truc un peu bourrin. Voilà, c'est ça. Tandis que là dans le jeu vidéo, on garde ce côté flip, quoi, la vraie flip. Et surtout que t'es à la première personne et tout, ça doit être horrible. Mais vraiment, ça doit être horrible. J'en ai fait plein des jeux vidéo, mais quand je dis plein, des Blair Witch, des Resident Evil, le 7, le 8, enfin bref, il y en a plein, j'en ai fait plein. Celui-là me met dans des états dans lesquels j'ai jamais été, même quand je regarde un film ou des séries, des trucs comme ça. Bref, il me met vraiment en tension. Je ne peux que vous le conseiller, vraiment. Si vous aimez la science-fiction, les space opéra, space opéra peut-être pas, mais la science-fiction en général, si vous aimez l'horreur, les jeux d'horreur, vraiment, foncez-y les yeux fermés, vous allez kiffer, mais vraiment, c'est l'un des meilleurs jeux que j'ai pu faire, c'est une expérience incroyable, et c'est dispo à peu près partout, genre PC, sur Steam, sur Epic.
PS4, Xbox, même sur Switch. Est-ce que tu as un code créateur pour le Epic J'ai pas encore de compte créateur, j'y travaille absolument pas. Mais c'est surtout que c'est un jeu qui peut se trouver normalement à pas cher, surtout là en cette période d'Halloween. J'imagine qu'il y a plein de promos qui doivent se faire à droite à gauche. Instant gaming. Ouvrez les yeux parce que c'est sûr qu'il doit y avoir. Je n'ai rien dit. C'est sûr qu'il doit y avoir le jeu pour aller une quinzaine, une vingtaine d'euros, grand max. Ce qui est marrant, c'est que tu me donnes pas super envie parce que là en l'état t'as l'air d'un petit écureuil effrayé au milieu de la route. Alors, ça donne envie d'avoir peur, mais pas ta peur, elle est pas très communicative. Désolé, mais je pense qu'il y en a plein comme moi qui aiment se faire peur. J'adore être terrorisé. Si vous adorez être terrorisé, c'est un jeu qui est fait pour vous. Ouais. J'ai été terrorisé par les androïdes, moi. J'ai trouvé beaucoup plus effrayant que la lienne. Je croyais que tu parlais des téléphones. Non, quoi il parle? Non, il y a des androïdes. En fait, il y a des androïdes, c'est-à-dire des robots qui ont forme humaine, mais ils n'ont pas forme humaine. Ils se ressemblent pas à des humains. Ils sont juste un peu ressemblants, mais ils sont pas faits comme des humains, comme dans les films qui sont sortis il y a pas longtemps. Et ils ont une voix très mécanique, et ce qui fait que la différence entre le fait que ça ressemble à un humain, le fait que ça ressemble à un humain, mais que c'est pas un humain, c'est terrifiant. L'inquiétante étrangeté. Oui. Dans le film de base, déjà, il était très très étrange, l'android. Ouais. Dans le 8e passager. Oui. J'en ai un bon souvenir bien glauque de lui. Mais justement, là, ils sont encore moins moins humains. C'est vraiment des droïdes de protocole, si on doit faire le mélange. Voilà, c'est ça. Tout le monde t'en veut, quoi. Tout le monde t'en veut. Tout le monde veut te buter. T'es seul dans un vaisseau et tout le monde t'en veut. Tout le monde veut te buter. D'accord. Littéralement. C'est un meilleur jeu que t'arrives et tout le monde veut te dire hey, salut, ça va, tu veux voir un jeu Ça dépend pour qui. Mais bref, voilà. Jouez-y. Nous aussi jouerons. Moi, je vais peut-être éviter parce que je sens que je vais être trop absorbée par les ambiances. Sinon, c'est peut-être un bon jeu à jouer à plusieurs avec des potes. Tu prends ta manette, tu te connectes. Ça peut être rigolo aussi. Ça peut te faire une petite soirée un peu ambiance. C'est un jeu solo, mais en effet, ça peut être une bonne soirée. À la Domingo et Jiraya. J'y pensais depuis tout à l'heure. Je me disais, mais c'est un jeu à conseiller à Jiraya et Domingo. Ils se cachent. Jiraya ne verra pas une seule image du truc. Non, mais... merci beaucoup, Thomas. Avec plaisir. Et c'est au tour de Yann Vital. Yann Vital à la barre. Aujourd'hui, je suis un magistrat. Je vois ça. Est-ce que c'est clair pour vous? On a oublié de lui offrir le marteau. Oui, monseigneur. Très bien, moi je vais vous faire une petite recommandation pour votre soirée d'Halloween. Un petit film d'horreur, mais un petit film d'horreur... ensoleillé. Alors je vais vous parler de Midsommar, donc le solstice d'été en suédois. Donc c'est un film d'horreur psychologique de Ari Aster. Alors je ne sais pas si vous connaissez Ari Aster, donc c'est un réal et scénariste américain qui a notamment fait L'incroyable Hérédité pour son premier film qui est de 2018 il me semble. Qui est un film vraiment hyper prenant, un film d'horreur bien pur et dur comme on les aime. Il y a des fantômes, c'est angoissant, il y a des têtes décapitées, bref, regardez-le déjà. Une première petite recommandation. Ça donne film assez envie, incroyable. Mais oui, et puis tu seras traumatisé par ce bruit. Ouais. Après le film, ce bruit-là, tu ne peux plus le blairer. Ouais. Il a pas fait Strange Things About the Johnson Si, que j'avais vu avec toi. C'est pas celui-là son premier film. Non, mais ça, c'est des courts-métrages. C'est un court-métrage. Là, Hérédité, c'est son premier long-métrage. Voilà. Mais en effet, il a fait plein de courts-métrages qu'on peut Avant ça, je sais, je chipote. Mais d'accord. Mais oui, je chipote. Mais il est super celui-là aussi. Mais oui, il est traumatisant aussi. Sa filmo, il a déjà... Il est encore très jeune et il a une filmo de dingue. Il fait que des masterclass. Il fait que des masterclass. Et donc là, d'ailleurs, on retrouve au casting Florence Pugh, je sais pas comment ça se prononce, qu'on voit notamment depuis peu de partout. C'est la nouvelle Black Widow. Ouais. Et en ce moment, elle est au cinéma d'ailleurs pour Don't Worry Darling de Olivia Wilde, il me semble. Et elle est accompagnée d'une panoplie d'acteurs grandioses, dont Will Poulter. C'est des noms qu'on connaît pas forcément, mais quand tu les vois, tu les reconnais. Bref, et donc je reviens un instant sur le thème sur Midsommar, tout simplement. Donc Midsommar, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'une jeune fille, une jeune femme, Dani, qui, après une tragédie familiale, va décider de partir avec son petit copain et les amis de son petit copain en Suède, je crois. En Suède, donc pour un genre de festival dans un petit village perdu en Suède, un festival qui a l'air somme toute assez joyeux et qui se passe tous les 90 ans. Bon, là vous allez me dire c'était peut-être pas le bon plan d'y aller, mais... déjà tous les 90 ans, comment tu peux savoir que c'est sympa?
T'as regardé TripAdvisor? C'est une très longue organisation. C'est présenté comme un festival assez incroyable. Et bref, ils y vont. C'est ouvert, c'est joyeux, c'est ensoleillé au possible. Et les gens sont assez gentils, quoique étranges, mais jusque-là, il n'y a rien d'horrifique. Et en fait, c'est avec ça que Ari Aster va réussir à pousser les potards et rendre tout imbuvable, tout dégueulasse. Le film est terriblement dur à regarder, en fait. Et c'est ce qui fait vraiment de ce film d'horreur un truc, un film d'horreur en plein jour, un truc, tu rentres dans la tête des personnages, tout te semble si magnifique, si beau, il arrive à aller déconstruire ta perception. En fait, tu sais jamais si tu vois du réel, de l'irréel, alors que c'est très terre-à-terre, on ne parle pas de fantômes, on te parle d'une bande dans un village un peu chelou, un peu trop chelou. Et d'ailleurs, il vaut mieux pas être une personne âgée là-bas. Et voilà, donc on est plongé dans ce monde à l'allure de Bisounours, qui est en fait un pur cauchemar éveillé. Et c'est un film où on ne vous surprendra pas à coups de screamer, comme on en a cruellement l'habitude dans les films d'horreur aujourd'hui, mais avec une angoisse lente qui prend le temps de s'installer. C'est un truc pour moi, ce que tu es en train de décrire là. Mais exactement. C'est un truc pour toi, et tu t'en souviendras. Hein. C'est un truc qui est marquant. Hein. C'est vraiment... Il arrive, Ari Aster, à fabriquer ces images qui se bloquent dans ta tête et qui restent pour les années à venir quand tu fermes les yeux. Et qui sont terribles. C'est terrible. Tu parlais de la tragédie familiale au début. À chaque fois que je pense à Midsommar, je repense à ce moment et je suis terrifié. C'est un thème en plus qu'il aime bien aborder, parce que dans le film, dans Hérédité, c'est aussi, on parle vraiment de tragédie familiale, c'est un truc qu'il aime bien. Ou d'un Strange Things About the Johnsons. Ah oui, que je recommande aussi, mais ayez l'estomac accroché. Oui, vraiment. Et autrement qu'un scénario super travaillé, on a aussi une super image avec une colorimétrie qui est vraiment... hyper surexposé, tout est très vert et tout. Et là où ça pourrait être joli, on pourrait se dire, vas-y, comme le Seigneur des Anneaux, t'as ces paysages super grands et verts, là c'est imbuvable, t'en peux plus. Au début c'était beau, et puis finalement, à la fin, t'as envie de te mettre 2 doigts dans la glotte et gerber tous tes mains. Je m'arrête là. Est-ce que j'ai une question, Yann, mais est-ce que c'est pas le métaphore d'une soirée dans laquelle t'es invité mais tu connais personne, et qui commence bien, mais qui devient absolument affreuse et dans laquelle tu peux pas t'échapper? J'allais dire, en fait, t'aurais bien fait de demander où t'allais, quoi. C'est ça. Ouais. Ça ressemble à ça. On connaît tous ces genres de soirées. Et là, c'est une soirée un peu plus longue qu'une soirée. Ils font tout le festival et ils l'ont bien regretté. D'ailleurs aussi, ça vous passera votre envie de champignons, si vous aimez bien vous torcher la gueule, puisque il arrive à te montrer en quoi les drogues c'est pas bien, avec des images pourtant très simplistes. Tout le monde consomme tout le film des champignons, et t'arrives à un point où tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde, quoi. C'est trop bizarre, t'as l'impression que tous ces personnages sont en overdose constante, qui voient tout flou. Non, c'est hyper intriguant. T'as des images où tu vois les fleurs respirer. Ouais. Mais vraiment, à l'image, t'as l'impression que les fleurs respirent. C'est-à-dire qu'elles... Elle se dilate, bref, c'est impressionnant à voir. La drogue. C'est très fou. Ouais. Et exactement. Et aussi, pour revenir sur l'image un petit instant, on a des plans de caméra qui sont super intéressants, super ingénieux. Ils réinventent vraiment certains trucs en faisant des mouvements de cam complètement incohérents. En fait, tu sais pas d'où ça sort. Il te fait voir un appartement, l'intérieur d'un appartement du dessus, mais sans le toit. Tu vois. Donc c'est comme si on avait coupé tout le toit. Et ça place les personnages dans les appartements de manière très carrée, tu sais, vraiment bloqués dans des petites boîtes, comme si on était dans une maison de poupée, ce qui fait vachement d'ailleurs dans Hérédité, parce que c'est un des thèmes qui revient. Mais il se fait des petits clins d'œil à son premier film qui sont assez sympas. Et voilà, donc en bref, Midsommar, ça vous fera vivre un solstice d'été en plein fin d'octobre, mais sans doute le pire solstice d'été de votre vie. Voilà, c'est dur à regarder, c'est violent, et ça marquera votre esprit au fer rouge. Et c'est dispo où ? C'est pas dispo sur Amazon ? Amazon, ouais, c'est dispo sur Amazon, avec Hérédité aussi, du coup, si vous voulez profiter de ces 2 films. Incroyable. Il n'y a pas The Strange Things About the Johnsons non, mais il doit être sur Vimeo ou un truc comme ça. Ouais. Il est dispo aussi sur Internet. Je crois que j'ai trouvé mon film d'Halloween. Merci Yann Vital. C'est un film génial, probablement un des rares films où je l'ai regardé et tu sais que tu n'as pas passé un bon moment,
mais que tu as vu un très bon film. Un bon film. Tu en sortes et là c'était génial, mais j'ai pas aimé. Ça a été le cas pour moi pour Orange Mécanique, qui m'a vraiment choqué et traumatisé. C'est-à-dire que quand le film s'est terminé, j'ai dit je ne regarderai plus jamais ce film, mais c'est pour ça qu'il est très bien. Ouais. C'est pour ça qu'il est très bien. Alors qu'il est sorti il y a longtemps et que la violence a beaucoup évolué dans les films, je le trouve encore beaucoup trop violent pour moi, alors qu'il a 40 ans maintenant. Il a un peu vieilli quand même, malgré tout, mais ça reste un film où je me dis je peux pas regarder ça, c'est trop pour moi. Et ben, j'ai un truc similaire, c'est qu'il y a un film que j'ai toujours voulu regarder et que je ne peux pas parce que j'arrive pas à dépasser un trauma d'enfance, c'est The Wall de Pink Floyd. C'est super débile. Hein. The Wall ? Ouais. Le clip ? Le clip est sorti du film. Ils ont fait un film. Oui. Le clip sort du film. Ils ont fait un long métrage avec toute la BO de l'album, etc. Et donc, j'adore Pink Floyd. Je veux regarder ce film. Sauf que j'ai un souvenir de mon... Je devais pas être très vieille. Je devais avoir peut-être 6-7 ans, un truc comme ça. Et mes parents regardaient le film, c'était avec des amis. Moi, j'étais déjà montée me coucher et j'arrivais pas à dormir. Et je descends. Et par la porte du salon, j'aperçois seulement la scène où les enfants passent dans la broyeuse là, et sortent en chair à saucisse. Et donc, en fait, voilà. D'où le trauma. C'était des saucisses. Aujourd'hui, je pense qu'à 28 ans, je pourrais le regarder sans problème. Mais la petite Candice de 6 ans au fond de moi, elle est toujours... je suis pas sûre. Peut-être que c'est pas une bonne idée. Eh ben, merci beaucoup, Yann, pour cette chronique. Avec plaisir. Est-ce que je peux prendre le rôle du magistrat pour sûr. t'appeler à la barre et te demander la tienne ? Oui, bien sûr, votre honneur. Je me présente à la barre. Et c'est parti. Alors... Pour ma part, c'est un peu comme Candice. J'ai jamais été fan de films d'horreur. J'ai peur, comme tout le monde, mais moi, personnellement, j'aime pas ça. J'aime pas sursauter, effrayé par un screamer, qu'il soit attendu ou non. Par exemple, je déteste le moment où Bilbon est pris d'un sursaut de nostalgie à la mention de son vieil anneau perdu. C'est terrible, ça. Parce que, on est tous d'accord. Trauma d'enfance. Trauma quand même. Et je peux même en citer un autre, qui est moins connu, mais Mulholland Drive. La scène derrière je sais plus c'est quoi le nom du restaurant, vous voyez ou pas ? C'est deux personnes qui, il y en a un, il est traumatisé, il dit il y a quelqu'un de bizarre derrière le restaurant, et l'autre lui dit mais non, n'importe quoi et tout, puis toi tu te dis mais oui, non, n'importe quoi, et donc ils vont voir derrière le restaurant, et c'est pas du tout un film d'horreur, je précise, il y a même pas d'horreur dedans, c'est juste un film de David Lynch, voilà. Ils vont derrière le restaurant, et il y a vraiment un monstre derrière le restaurant, voilà. Je vous en dis pas plus. Regardez sur internet ce passage. Terrifiant. Il est terrifiant. Peut-être même plus terrifiant que celui de Bilbo, je pense. Donc, ce rire nerveux. Tu me laisses continuer ma chronique, s'il te plaît. Je disais que je n'aime pas sursauter et je n'aime pas angoisser non plus. Faire face à des monstres dégoulinants, horribles, qui donnent des sueurs froides et rendent la respiration courte et saccadée. J'aime pas les scènes de torture de Hostel, par exemple, qui laissent imaginer la douleur et l'effroi. Je me suis donc demandé, à juste titre, qu'est-ce que je pourrais bien dire pour cet épisode ? Et puis il m'est revenu un film dont un des personnages m'avait terrifié. Alors, laissez-moi d'abord planter le décor. Rien n'est écrit, rien n'est écrit. Laissez-moi d'abord planter le décor. Nous sommes à l'aube des années 80. Alors, pas les années 80 avec des combinaisons brillantes et des voitures volantes. Non, là, rien de tout ça. Je vous parle des années 80 de la frontière sud des États-Unis, près du Mexique. Un endroit sans âge, en vérité. Le film aurait pu être tourné en 1920 comme 2020. Rien n'aurait semblé avoir changé. Si ce n'est les voitures et les grandes villes que le film effleure sans jamais réellement s'y intéresser. Nous sommes donc dans les terres arides du sud-ouest du Texas, au relief aussi marqué que la peau de Tommy Lee Jones. Laissez-moi vous résumer le film. Bon, pour vous la faire courte et ne pas tourner autour du pot... Tous les copains étaient en train de réfléchir en même temps, je suis désolée, ça chuchote derrière les micros. Je ne dites rien. Je l'ai. Ne dites rien. Donc, laissez-moi vous résumer le film. Bon, pour vous la faire courte et ne pas tourner autour du pot, oui, j'adore les expressions désuètes, un homme, Llewellyn, interprété par Josh Brolin, tombe sur la scène de crime d'un règlement de compte entre cartels, alors qu'il chassait des antilopes, tranquille, sans demander son reste. Il finit par tomber sur une manette contenant 2 millions de $. Il se fait alors poursuivre par des Mexicains en colère et par un shérif joué par Tommy Regarde la petite lumière rouge himself. Llewellyn s'enferme dans un motel pour les... La ref a mis tant de temps. Llewellyn s'enferme dans un motel pour leur échapper,
et se fait évidemment rattraper. Il décide alors de passer la frontière mexicaine après avoir dissimulé l'argent et je vais pas vous mâcher tout le travail, regardez le film si vous l'avez pas vu, c'est un super thriller westernien écrit et réalisé par les frères Cohen, sorti en 2007 aux États-Unis. Mais vous vous dites, il est où le thriller là-dedans ? Et il est où le thriller là-dedans ? Voilà. Il est où le thriller là-dedans ? Il est où le thriller là-dedans ? Vous aussi, vous vous dites qu'il manque quelque chose. Où est la peur, le suspense, le frisson, la raison pourquoi tous les personnages du film semblent fuir sans relâche ? Pourquoi personne ne se sent à l'abri ? Moi, je sais. Car la chose que je n'ai pas mentionnée, ou plutôt la personne, tue sans relâche, sans distinction de classe, mais base la plupart de ses meurtres sur la chance et le hasard. Il poursuit son but, que lui seul connaît, il suit ses propres règles, intransigeant, immuable, armé d'un fusil à pompe et d'un pistolet à air comprimé pour tuer les bœufs. Je veux bien entendu parler d'Anton Chigurh, joué par Javier Bardem. Terrifiant. Il s'agit de No Country for Old Men, pour ceux qui n'avaient pas reconnu le film. Alors, coupe au bol désastreuse, visage marqué. C'est vrai que sa coupe au bol, faut en parler. Faut en parler de sa coupe de cheveux, elle est désastreuse. Oui, mais elle participe au personnage effrayant. Le gars est resté à une autre époque, quoi. Ah oui, il est vraiment à une autre époque, là. On dirait un gamin dans un corps de grand, un peu, je trouve. Exactement. Oui, c'est vrai. Le gamin m'a éduqué, vu qu'il tue des gens. Mais... Très mal coiffé. Mireille Mathieu, version psychopathe. Donc, c'est Beatles version meurtre. Donc le visage marqué, le regard tantôt vide, tantôt rempli de haine et de plaisir, du plaisir de tuer tout le monde dès que quelqu'un lui barre la route ou simplement lui demande s'il a eu beau temps sur la route. C'est exactement, littéralement ce qui se passe. Il rentre dans un magasin, quelqu'un lui dit « Vous avez eu beau temps ?» Il dit « Quoi ?» Et il joue son avenir à pile ou face. C'est bon pour vous ? C'est le vide d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ouais, et quand un de ses employeurs lui demande « Est-ce que vous allez me tuer ?» Il répond « Ça dépend. Vous me voyez dans un sourire. » Et bien voilà, moi, c'est ça qui me terrifie. Ce sourire qui fend le visage terriblement improbable de Chigurh, cette lueur dans ses yeux qui s'allume à la moindre pensée de retirer la vie, le réalisme du personnage, se dire « ça paraît tellement probable en fait ». Voilà ce qui me fait peur. Les psychopathes. Ça, et Javier Bardem avec une coupe au bol. Donc voilà, je vous le conseille fortement. C'est vraiment un film qui m'a marqué. Ce personnage me terrifie et je pense qu'on peut regarder ce film pour Halloween juste pour lui. Oui. Et il est disponible donc sur Prime Video et sur Netflix, je crois. Aussi, ouais, sur Netflix. Et peut-être même sur Star. Je me demande si les trois plateformes ne l'ont pas... n'ont pas payé les droits. Ouais, sur Star. Je sais pas. Enfin bref, il est en tout cas sur Amazon Prime et Netflix, c'est sûr. Voilà, regardez-le. Je te conseille aussi très fort la série des frères Cohen, Fargo. La saison 1, si tu gardes un peu du concept du film Fargo duquel c'est tiré, mais le grand méchant de l'histoire ressemble énormément à ce... Lord Malvo. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle. Lord Malvo. Lord Malvo. Oui. Qui, coupe de cheveux désastreuse, meurtre en série et petite lumière dans les yeux quand il tue. Toujours de façon plus atroce les unes que les autres. C'est absolument génial. Et, vraiment incroyable cette série. Si t'as aimé No Country for Old Men, tu vas kiffer. Chacun, c'est bon, t'as fait ta reco, Yann. On passera ton tour tout à l'heure. Okay. Mais je trouve que ce qui est effrayant dans ce film-là, c'est qu'à aucun moment, tu as une once d'espoir. Bah oui, parce que en fait, je raconte la fin ou pas ? Non, justement, j'allais dire, même jusqu'à, faut pas spoiler, mais jusqu'à la fin, tu t'accroches à un truc qui n'existe pas. Je vais pas spoiler. Non. Voilà. T'es à la limite là. Je suis à la limite. T'es à la frontière là. À la limite du spoiler. Non, mais même, tu rentres aux États-Unis, attention. Les bras. Non, mais il y a ce truc des grands espaces ici. T'as l'impression que y a jamais personne autour, quoi. Enfin, moi, c'est ce qui me marque aussi. Ouais, c'est ça, c'est le fait que, il soit si seul. Et c'est ce truc-là aussi que je disais sur la ville. C'est qu'il y a des moments qui se passent dans la ville, jamais la caméra rentre dans la ville. T'es dans la ville, t'as juste une barre d'immeuble derrière, une baie vitrée. Il se passe une scène, ça se barre et tu te retrouves dans le désert perdu au milieu de tout le monde en fait. Il n'y a pas de je vous rentre dans la ville avec tel personnage ou quoi, non, c'est on-off. Ce qui fait que on a toujours l'impression d'être au milieu d'un grand désert vide avec des gens qui fuient. Ouais, et puis c'est un vrai loup solitaire quoi, il n'a pas d'entourage, il a une quête et il l'amène quoi.
D'ailleurs, moi je pense très honnêtement, parce que en fait, quand on regarde le film et qu'il vole les $2 millions, comme c'est le personnage principal, qu'on s'attache à lui, on a envie qu'il arrive, alors que c'est pas forcément un mec bien, on va être honnête, on a envie qu'il s'en sorte. Mais on sait très bien au fond de nous que les conséquences vont le rattraper. Et la conséquence, elle est personnifiée par qui ? Par Javier Bardem, j'ai oublié son nom. C'est Anton Chigurh. Voilà, Anton Chigurh, qui en fait sanctionne toutes les personnes cupides dans le film. Ouais. Toutes les personnes qui veulent récupérer l'argent finissent par se faire tuer par lui. Il a spoilé. Non. Oh, il a spoilé. Non, j'ai pas spoilé. Je suis moi aussi à la frontière. Je te fais coucou, je te dis on y va pas. Je m'arrête là. Non, de toute façon, même si vous connaissez déjà la fin, que vous spoilez en regardant le film sur Wikipédia en vous disant c'est bien, regardez-le quand même. Ouais. Oui, parce que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et finalement, même sans avoir la fin, ou en connaissant la fin, ça change rien à la beauté du film. Oui, très honnêtement. Parce que même moi qui l'ai vu 2 ou 3 fois, à chaque fois que je le regarde, l'angoisse elle est là quoi. Il y a toujours le suspense de dire le fameux truc qu'on se dit putain je l'ai déjà vu mais je flippe quand même. Il est là. Et est-ce que t'aimes bien les gunfights ? Moi j'aime beaucoup les gunfights et je trouve que les gunfights de ce film, donc les combats au pistolet, sont splendides. Parce qu'elles sont bourrées de rebondissements, de suspense, de tension. Il éteint la lumière, du coup on le voit plus, on sait plus où il est, il a enlevé ses chaussures, du coup il est pieds nus, on l'entend plus marcher. C'est splendide en fait. La tension est folle. La tension est exceptionnelle. C'est pas bourrin, c'est pas il a un pistolet, il tire partout, il y a plein de gens qui meurent. Non. Il a même quelque chose d'assez dichotomique, il a un fusil à pompe avec un silencieux. Oui. C'est vraiment le truc où on se dit mais pourquoi faire ? D'ailleurs je vais te dire un truc. Que j'ai une petite anecdote, mais ce silencieux n'existait pas à l'époque du film, mais il existe maintenant. D'accord. Voilà. Tu l'as essayé ? Parce que là, je me regarde dans les yeux, ça me fait très peur. Tu disais tout à l'heure que tu avais peur des psychopathes, t'en as un juste à ta gauche, c'est ça ? J'ai hâte que cette chronique se termine. Eh bien, merci beaucoup Hugo Gasparini pour cette chronique. Avec plaisir. Non, tu déconnes ou quoi ? Je reviendrai tout le temps. Oh merde. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre podcast, nos recommandations. Alors, par qui je commence ? Écoute, je vais commencer. J'allais y aller. Vas-y. Candice Adam. J'allais donner une recommandation qui, techniquement, ne va pas être une recommandation parce que c'est tellement évident qu'il faut regarder ça en ce moment. Et si vous ne l'avez pas vu, excusez-moi, c'est que vous êtes à la bourre. Donc je vous conseille très, très, très fortement la série Dahmer, créée par Ryan Murphy et Ian Brennan, qui va retracer le parcours de Jeffrey Dahmer. Pardon, excusez-moi, on me regarde. Ça me perturbe, Yann me perturbe, excusez-moi. Donc du coup, Jeffrey Dahmer, qu'on connaît tous, qu'on a déjà entendu son histoire, on sait tout, on a déjà vu les docu-séries où on l'a déjà dit, qui est très bien aussi. Mais cette fois-ci, avec une pensée et un regard sur les victimes et l'environnement de l'époque aussi, qui je trouve est hyper intéressant, très angoissant. On connaît l'histoire, on connaît la fin, mais on redoute chaque seconde qui peut se passer. Moi, j'ai vécu cette série vraiment sur le fil. C'est-à-dire que j'avais du mal à regarder plus... Je suis du style à binge-watcher une série. Et là, pour le coup, il y a tellement de tension, c'est tellement angoissant que j'avais du mal à faire plus de 2 épisodes de suite. Bon, t'avais besoin de pause. J'avais besoin de pause. Une petite série tranquille, un petit Parks and Rec entre deux, et c'est reparti, quoi. Voilà, Jeffrey Dahmer. Dahmer tout court, sur Netflix, dès maintenant, à ne pas rater, en sachant qu'il y a la fille de Lynch qui a réalisé plusieurs des épisodes dans la série, et les plans sont juste fous. Et il n'y a pas du tout de piston. C'est pas du tout le nom. On s'en fout parce que on s'en fout parce que le talent est là, et que franchement les épisodes qu'elle a réalisés, je les trouve magnifiques. En fait, non mais c'est l'école de la vie. Oui. Ouais. Non mais si vous voulez, je n'ai eu aucune aide de ma famille. Non, mon père m'a laissé partir avec un petit $1 million. Là-dessus, je me permets d'ajouter qu'il y a un épisode qui est très particulier parce que un des personnages, une des victimes, est non entendante. Et donc, du coup, l'épisode aussi est axé sur la façon dont cette personne perçoit le monde. Okay. Et donc, la gestion du son, des ambiances est hyper intéressante. Je vous le conseille. Chaque épisode apporte un truc magnifique.
Et du coup, c'est dispo sur Netflix. Ouais, Netflix. D'accord, super. Merci beaucoup. Yann Vital. Ouais. Alors moi, je vais vous parler d'un jeu vidéo, c'est mon tour. Je vais vous parler de... Mais les jeux vidéo, ça rend violent, arrête. Celui-là, il rend... tu te caches sous ton drap, surtout. C'est Poppy Playtime, je crois, produit par Mob Games, qui est donc un petit jeu d'horreur très court. Le temps de le faire, c'est 1h30, comme un film. Okay. 1h30, allez, 2 heures si t'es pas bon. Désolé Thomas. Mais d'ailleurs, tu nous parlais de Alien Isolation tout à l'heure, et c'est un peu cette vibe-là. C'est un jeu première personne, absolument effrayant, où pendant une grosse partie, tu ne comprends pas ce qui se passe, à peine où tu es. Donc t'es un genre de gars qui entre dans un magasin de jouets désaffecté, et t'aurais mieux fait de rester devant la porte. C'est terrifiant, tu finis par te faire poursuivre par un grand jouet avec des grandes dents. J'ai vu des images passer. Un grand jouet bleu. Oui, c'est ça. Quelle horreur. Il est terrifiant, et ça, c'est le 1 qui était sorti il y a quelques années, et récemment, t'as le 2. Pareil, je crois que c'est à peu près 2 heures de gameplay. Peut-être un poil plus long, et vraiment assez incroyable. Une direction artistique qui est dingue, très inventif sur la façon dont tu le joues. C'est très intéressant, je vous le conseille. C'est dispo où ? Sur PC ? Sur PC, je suis pas du tout au courant si c'est disponible sur console ou pas. Steam, c'est sur Steam. Je crois pas que ça soit dispo sur console. Je vais regarder. Et non. Eh bien, merci beaucoup. Plaisir. Thomas, oui. Ta petite reco, s'il te plaît. Petite reco, j'ai envie de vous conseiller la meilleure série de Netflix, ni plus ni moins. Enfin, selon moi, évidemment. Les Peaky Blinders. Emily in Paris. Ok, alors pas du tout. Non, j'ai envie de vous parler de Sermon de minuit, Midnight Mass. C'est réalisé par un grand monsieur, quelqu'un qui commence à faire sa place sur Netflix. 1m98, quoi. Mike Flanagan. Pas du tout. Je sais même pas s'il est vraiment grand, mais en tout cas, son talent l'est. Mike Flanagan, c'est le créateur de The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. Et avec Midnight Mass, avec Sermon de minuit, pour moi, il a fait son chef-d'œuvre, vraiment. C'est une mini-série en 7 épisodes, 1 heure par épisode. Je peux pas trop vous en parler parce que vraiment, parler de la moindre chose serait spoilé. Je peux juste vous dire le prémisse. Il y a un nouveau prêtre qui arrive sur une île, une toute petite île. Et voilà, il connaît les gens, mais les gens ne le connaissent pas. Ils se disent, tiens, c'est bizarre. Il y a plein de choses bizarres qui arrivent sur cette île. Et vraiment, je peux pas en dire plus, parce que la moindre chose serait spoilée. Il y a un mystère incroyable, l'horreur, vraiment. Mais quand je dis de l'horreur, ça fait partie des séries qui m'ont mis en tension aussi. S'infiltre au fur et à mesure des épisodes. Le premier et deuxième épisode, on se dit, ça va, c'est sympa, sans plus. Au fur et à mesure, vraiment, c'est étouffant, vraiment. Regardez cette série, un jour j'en parlerai, très certainement, un peu plus dans une chronique. Et je vais spoiler sévère, je vous préviens, donc regardez-la avant. C'est dispo sur Netflix, 7 épisodes. Ça se fait vite, le temps d'un week-end ou le temps d'un Halloween. C'est quand Halloween d'ailleurs, je me demande. C'est bientôt. C'est bientôt, je crois. Oui. Profitez-en. Merci beaucoup Thomas. Et maintenant, notre cher Brieux. Oui, alors moi je vais vous parler d'un jeu vidéo aussi, mais pas que, quelque chose qui va avec. Mais bon, d'abord le jeu vidéo. Je vais vous parler d'un jeu vidéo très simple, pareil, gratuit. Qui a été fait par une seule personne. C'est un jeu vidéo vraiment indépendant, le plus indépendant qui existe, et c'est un chef-d'œuvre d'horreur que vous connaissez sûrement d'ailleurs, mais Slender Man, The 8 Pages. Oui. Si vous ne connaissez pas ce jeu vidéo, téléchargez-le. Vous le trouvez n'importe où, vous tapez Slender Man, The 8 Pages, download, vous le téléchargez, vous y jouez. C'est très simple. Vous êtes dans une forêt, seul, avec une lampe torche, et vous devez récupérer 8 pages. 8 pages. C'est tout en effet terrifiant là. Il faut savoir que Brieux est bilingue. Oui, mais en espagnol. Mais donc vous récupérez 8 pages, 8 feuilles de papier qui sont disséminées sur toute la map, qui n'est pas très grande. Mais vous récupérez la première, ça va. Vous récupérez la deuxième, ça va aussi. À partir de la troisième... Bonjour les dégâts. Oui. À partir de la troisième, quelque chose commence à vous suivre. La musique commence à être de plus en plus angoissante. De plus en plus, vous sentez quelque chose qui se rapproche autour de vous. Et lorsque vous retournez, parfois, vous voyez au loin une silhouette, un visage blanc, qui semble vous suivre. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul dans cette forêt. Et que le Slender Man, qu'on pourrait définir par l'homme très mince, l'homme allumette, vous suit. Et veut vous tuer. C'est très simple.
mais ça fonctionne vraiment très bien. Mais qu'est-ce que c'est efficace. C'est hyper efficace. Efficace, qu'est-ce que c'est bien. T'as pas un truc avec la lumière aussi Si. C'est-à-dire que déjà, la lampe torche, elle clignote, un truc comme ça. Il y a ça, quand tu te retournes et que tu le vois de loin, t'as un petit ton qui te fait sursauter, les bruitages sont très bien faits, la musique, au fur et à mesure que tu récupères les pages, commence à s'accélérer, il devient une musique d'horreur, et tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai téléchargé. Et j'aimerais donc vous conseiller, parce que Slenderman a commencé comme une simple image sur Internet, et a donné ce jeu, mais pas que. Il a aussi donné la meilleure série d'horreur de YouTube, et peut-être même une des meilleures séries qui existent sur YouTube. Là, vous connaissez sûrement moins ce dont je veux parler, et pourtant, Marble Hornet, voilà, qui est une web-série de Troy Wagner, et si vous ne la connaissez pas, allez la voir, elle est exceptionnelle. Elle parle du Slenderman, justement, c'est en format found footage, c'est merveilleux. Voilà, c'est merveilleux. Je peux pas trop vous en parler parce que j'ai pas envie de spoiler, je vous ai déjà dit que c'était avec le Slenderman, bon, ok. Marble Hornet. C'est la série qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, le Slenderman n'est plus juste un personnage d'horreur sur Internet, mais existe comme personnage d'horreur, comme pourrait être la momie, comme pourrait être Frankenstein, enfin la créature de Frankenstein, comme pourrait être tous ces créatures-là. Il est rentré dans la culture populaire et non plus dans la culture d'Internet grâce à cette série. Trop cool. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Vous allez voir, c'est merveilleux. Voilà, je vous en dis pas plus. Et pas trop bien. Merci beaucoup, Brieux. Et toi, Hugo? Moi? Oh, bah je dois bien avoir une reco quelque part. Oui, laissez-moi fouiller dans ma besace. Voilà. Alors, moi j'ai une reco. En fait, il y a à peu près un mois, quelque chose comme ça, il y a le dernier album de Stupéflip qui est sorti, qui s'appelle... J'ai complètement oublié le nom. J'arrive tout de suite. Je le trouve tout de suite. Il y aura peut-être une coupure là. Hop! Je suis de retour. Donc le dernier album de Stupéflip s'appelle Stup Forever. Il est très très bien, évidemment. Je le conseille. Et en fait, en l'écoutant et en écoutant l'interview qu'a fait le youtubeur Le Grand JD de King Ju, donc le créateur, membre fondateur du groupe, je me suis rappelé d'un morceau à eux, parce qu'en fait, pendant l'interview, il parlait beaucoup du style que faisait King Ju, qui s'appelle l'horrorcore, et je pensais que ça collait très bien au reco spécial Halloween. Donc l'horrorcore, c'est quoi? C'est des musiques avec un style très inquiétant, souvent des samples de musique d'horreur ou de musique classique, mais pesante, avec une ambiance très lourde. Et en fait, j'ai écouté cet album en pensant à un morceau que Stupéflip avait fait sur leur premier album, qui s'appelle Les Monstres. Et alors, Les Monstres, c'est quoi? C'est King Ju qui parle de son enfance et de sa vie d'adulte en disant « Moi, j'adore les monstres » et il fait une description de tous les monstres qu'il aime bien. Et c'est super. Donc oui, je voulais vous parler de ce morceau « Les Monstres » qui est sorti donc en 2003 sur le premier album de Stupéflip, qui s'appelle aussi Stupéflip l'album. Et donc ce morceau a une atmosphère très inquiétante, et pour ceux qui ont un peu d'imagination, le morceau donne un peu froid dans le dos, parce que c'est très intéressant, et en même temps c'est un peu drôle aussi. Voilà, c'était tout, c'est ma reco. Merci pour ta recommandation, Hugo. Et avec plaisir, entrecoupé d'une toux. La toux. Bon voilà, c'est la fin de notre premier épisode et épisode spécial Halloween de Recommandé. Est-ce que vous voulez dire tous au revoir les copains Candice, Yann, Thomas, Brieux et moi-même Hugo? Bisous. Bisous. À bientôt. C'était Recommandé. Au revoir.